Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un réseau de trafic humain démantelé en plein cœur de Yaoundé. Selon les fins limiers de la gendarmerie, c'est un circuit bien annulé de vente des nourrissons dont le prix d'achat pouvait atteindre 3 millions de francs CFA. Comment les acteurs sont-ils organisés dans cette bande criminelle? Comment procédait-il entre les vendeurs, négociateurs et pour entretenir ces nourrissons? Élément de réponse dans une investigation choc à suivre en ouverture de ce journal. 10 ans après les engagements présidentiels pris au comice agro-pastoral des Bolova, la lenteur observée dans l'exécution des projets structurels et l'inexistence de certains d'entre eux suscitent la colère des chefs traditionnels et le désarroi des populations. Interpellé à propos, l'ancien ministre de l'économie, Louis-Paul Motaz, est devenu ministre des Finances et sur le grill. Il rejette la responsabilité sur la conjoncture économique internationale. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le fait grave des nourrissons placés dans des circuits inexplicables à travers des négociateurs sans foi ni loi au prix de 3 millions de francs CFA. C'est du moins ce que révèle la gendarmerie qui dit avoir démantelé un réseau de trafic humain en plein cœur de Yaoundé, là où des présumés trafiquants ont été interpellés, ainsi que des bébés qui ont été saisis entre les mains des femmes suspectées de participer à ce circuit bien annulé de vente des nourrissons. Le récit des faits avec Joël Essengue et Guy Zogo. Des présumés trafiquants de nouveau-nés viennent d'être mis aux arrêts par la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 3 à Mimboman. Il s'agit d'un promoteur de trafic d'enfants qui procède par contact via WhatsApp. Il contacte des jeunes filles qui sont pour la plupart naïves et qui sont démunies. Il leur propose donc de prendre l'enfant et de leur donner en contrepartie une forte somme d'argent. Lorsque l'enfant est récupéré, il procède au replacement de cet enfant auprès d'autres femmes qui en expriment le besoin. Tout est parti de la disparition inquiétante d'une jeune femme qui venait d'accoucher dans une structure sanitaire de la capitale. Les recherches de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 3 ont conduit à éventrer ce réseau de trafiquants de nouveau-nés. Le 11 janvier, aux environs de 19h, nous avons reçu un appel de détresse d'un citoyen qui signalait la disparition de sa belle-fille qui venait d'accoucher dans un stade de santé à Hawaï. Cette fille donc était portée disparue avec un nourrisson de 3 jours. Comme l'explique le principal mis en cause, la mécanique était bien huilée avec des montants d'argent conséquents pour acquérir des nourrissons de leur génitrice. C'est une agence de mère porteuse que j'avais en ligne et j'ai été contacté par une femme du Congo. Je causais sur WhatsApp avec elle et son mari. Voilà. Et quand on a parlé du processus de mère porteuse, suite à cette causerie, elle me demande est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'adopter. Je lui ai dit oui, il y a des filles qui viennent souvent vers nous étant enceintes. Elle était arrivée au Cameroun par Douala. Ça fait déjà plus de 3 semaines. Le premier cas, c'est 1,5 million. Le deuxième cas, c'est toujours 1,5 million. Et l'autre, c'est une dame qui n'est pas au Cameroun. Elle doit venir. C'était 2 millions. Elle a avancé 500 000. Elle devait venir donner 1 million. L'intervention de la gendarmerie a permis de mettre la main sur 6 personnes qui méditent actuellement leur sort dans les cellules de cette institution. Nous avons trouvé sur ce site 4 nourrissons et une berceuse qui avait été recrutée par le promoteur. Il faut dire que dans la foulée de l'opération, nous avons pu interpeller le promoteur proprement dit, 2 vendeuses d'enfants et 2 acheteuses, ainsi que la berceuse qui avait été, n'est-ce pas, recrutée. Les 4 nourrissons dont les âges oscillaient en 6 mois ont été mis à disposition de la Fondation Chantal Biya. La gendarmerie nationale appelle les populations à continuer à collaborer avec elle pour dénoncer ce type de...
Où en est-on avec les engagements présidentiels pris lors du comice agropastoral des Bolova en 2011? 10 ans plus tard, seul l'hôtel dédié à cet événement a été réalisé au bout d'un long périple. De nombreux projets infrastructurels, notamment des projets routiers piétinent. L'usine destinée aux tracteurs est inopérationnelle. De nombreux autres projets sont devenus des serpents de mer dans la région du Sud. Cette lenteur observée dans l'exécution de nombreux projets structurels suscite la colère des chefs traditionnels et le désarroi des populations. L'ancien ministre de l'économie chargé du suivi de ces projets, Lupaul Motazé, a été interpellé par les populations. Aujourd'hui ministre des Finances, il invoque la crise économique internationale et les multiples crises sécuritaires pour justifier cette lenteur dans la réalisation des projets. Il demande aux populations de prendre leur mal en patience. Reportage Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Comme si c'était passé le mot, les chefs traditionnels ont brisé le silence pour s'étonner de la lenteur qui caractérise la concrétisation des engagements pris par le président de la République lors du comice agropastoral des Bolova en 2011. Je ne suis pas passé par deux chemins. Je vous ai fait un bilan négatif de 10 ans. Alors 10 ans, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 10 jours. Ça veut dire que lorsqu'un projet tatillonne, piétine 10 ans après, quel espoir peut-on avoir? D'où mon inquiétude. Parce que nos populations se plaignent énormément de l'état des routes qui conduisent dans les villes voisines telles que Lodorf et Créby. Et c'est pour cette raison que nous étions obligés de demander, de poser ces questions à M. le ministre pour que l'on sache exactement ce que pense le gouvernement des promesses faites par le chef de l'État, notamment à propos de la route Ebola-Lodorf. Qu'il s'agisse de l'usine des tracteurs ou des projets routiers tels que Mengon-Sammelima et Bolova a comme deux Kribi, pour ne citer que ceux-là, le bout du tunnel n'est pas pour demain. 10 ans après les promesses présidentielles, seul l'hôtel du comice est sorti douloureusement des terres et fait aujourd'hui la fierté du chef-lieu de la région du Sud. Il ne faut pas seulement regarder le train qui arrive en retard, il faut regarder aussi le train qui arrive à l'heure. Moi, je suis arrivé ici à Ebolova et sur une route vraiment asphaltée. Et quand vous conduisez sur cette route, vous êtes tout à fait à l'aise. On m'a logé dans un hôtel, l'hôtel Bengo, qu'on a longtemps attendu, mais il est là. C'est un hôtel de classe et tout se passe bien. Bon, moi, j'ai aussi envie de regarder ça. Interpellé, le ministre des Finances, qui était à l'économie à l'époque, va d'abord jouer la carte de la tempérance, avant d'indiquer que les lenteurs décriées sont le fait de nombreuses crises que traverse le Cameroun depuis plusieurs années. Si certains projets ont traîné, c'est du fait de la conjoncture. Vous ne pouvez pas être en crise et croire que tout va continuer comme avant. Il y a le fait de la crise, il y a le fait des dysfonctionnements, c'est vrai, à l'intérieur de l'administration, raison pour laquelle les exposés des différents intervenants, notamment le responsable des marchés publics, le responsable du ministère de l'économie, ces exposés ont visé à trouver des solutions aux problèmes qui empêchent la réalisation de certains projets. Et si on dit la réalisation de certains projets, ça veut dire la croissance économique. En attendant que les projets annoncés en 2011 connaissent un aboutissement heureux, certaines populations du Sud souffrent le martyre face à l'enclavement de leur localité. Chaque jour qui passe, quand les pluies arrivent, des populations sont dans la difficulté de faire des voyages, ne serait-ce que partant de chez moi, à 14 km de la ville de Bolova, on n'arrive pas à avoir des occasions qui nous amènent en ville. Les femmes, nos dames ne parviennent pas à écouler leurs marchandises, leurs vivres au marché à cause de l'état des routes. Dans la vallée du Thème, c'est là-bas qu'il y a le barrage hydroélectrique, mais je vous assure qu'actuellement, la vallée du Thème n'est pas totalement arrosée. Ça, c'est les paradoxes qu'il faut soulever. En guise de réponse, le gouvernement leur demande de faire preuve de patience. La situation n'étant pas aussi chaotique qu'on veut le faire croire. J'ai pas seulement envie de m'arrêter sur ce qui ne marche pas encore, j'ai envie de m'arrêter sur ce qui est en route et sur ce qui marche. Ça permet de regarder ce qui a été fait pour que ça marche et ça nous permet de tirer des leçons pour que ce qui ne marche pas marche mieux. Dans la capitale économique du Cameroun, ce sont des nuages de poussière qui transforment le quotidien des populations et des étudiants de la faculté de médecine et génie civil, située entre le lieu-dit PK14 et PK21.
Là-bas, malgré la construction de ces infrastructures universitaires, il n'y a aucune route aménagée pour faciliter la mobilité des populations. C'est un véritable calvaire et un parcours de combattants pour les usagers. Il décrit cette situation dans ce reportage. Un grand reportage signé Warren Zede et Jean-Paul Chouniat. Du marché PK14 à PK21, 7 km d'enfer pour les usagers de la route et les populations le long de ce trajet à deux visages. Leur calvaire varie selon les saisons. Quand c'est la pluie, c'est la boue, les accidents, on glisse. Saison sèche, la poussière. Comme ça, le transport devient encore plus cher. Qui está ici à 21, comme ça, le transport devient encore plus cher. 500 000 francs le transport de 21 pour 14, saison de pluvieuse. Ça nous nuit, ça nuit la population de 21. Nous souffrons également, nous souffrons beaucoup. Que le gouvernement essaie de voir ce qu'on peut faire pour cette route-ci. Ce n'est pas possible d'ouvrir les portes, les fenêtres. La poussière nous retrouve jusque dans nos chambres. Donc c'est très difficile. En ce mois de janvier où la canicule atteint son pic, la vie quotidienne va ici au grand diktat de la poussière. Les voyageurs, tenanciers de petits commerces et mototaximens sont ses premières victimes au passage du moindre engin lourd. Je suis là, il vend les habits. Finalement, les clients ne veulent pas acheter parce que c'est sale. La route, la poussière nous tue. La poussière, c'est un vrai calvaire pour nous. Quand tu sors d'ici, tu ressembles à quelqu'un qui a été exhumé. Le pire, ce sont ces gros engins sur la route. Nous avons déjà assez marre, nous avons vraiment marre. Nous avons vraiment marre. Nous vendons, nous nous entretenons pas. La poussière nous gêne à tous les niveaux. Regardez les camions, comment ça passe. Quand ça passe, là, nous sommes obligés d'entrer en brousse, attendre que la poussière cesse avant qu'on continue. Premier constat ici, l'élégance des hommes et la coquetterie des femmes perdent tout leur sens une fois le nez dehors pour vaquer aux occupations. Dame Poussière impose à presque tout le monde une gymnastique vestimentaire. On est devenu ici comme les femmes musulmanes. Donc quand vous voulez sortir, vous enveloppez tout un drap pour essayer d'arriver à 14 là et enlever le drap, vous dépoussiérez et continuez votre chemin. Il faut qu'à tenir. Là vous portez d'ici, vous arrivez à 14, vous êtes obligé de vous échanger, après vous portez au retour c'est pareil. Donc c'est parce qu'il y a trop de poussière, exagérément de poussière. De tous les désagréments possibles, l'inhalation de la poussière à longueur de journée fait plus mal. Adultes comme enfants en souffrent au plus profond de leur chair au fil des années. Vous voyez même cet enfant que j'ai à main là, il souffre beaucoup. Parce que d'après la poussière que nous absorbons ici en haut, nous avons tellement les maladies qu'ils nous apportent. La tour ne nous laisse pas, le rhume ne nous laisse pas. Pour qu'on arrose même la route une fois, il faudrait que la population se fâche et mette des bois en pleine chaussée, empêchant les camions de rouler. Pour qu'on arrose la route même une fois, jusque-là, c'est rien. Peinant à assumer l'arrosage quotidien, chaque habitant, en fonction de ses moyens de bord, atténue l'effet poussière comme il peut. Traîner ce tuyau à bout de bras est le sport favori de cette dame depuis le passage des reporters d'Equinox Télévision ici l'année dernière. Vraiment très difficile. Vous voyez, j'essaye au moins d'arroser même 4 à 5 fois par jour. Bien que mon tuyau ne soit pas très long pour aller un peu plus loin. C'est très difficile de vivre dans ces conditions-là. Deuxième visage de la route PK14, PK21, les bourbiers. Les dégâts des dernières larmes du ciel versées ici la semaine dernière présentent l'avant-goût de la galère des usagers de cette route, impraticable en saison de pluie. Ça commence du côté de PK17 là, après l'université. Vous voyez, il y a un grand creux en plein milieu de la route. C'est le chaos le matin. Pour sortir ou alors pour arriver ici. Franchement, c'est carrément bloqué. Au lancement de ce chantier, le cahier des charges prévoyait sa livraison en avril 2019. Mais 1 an, 8 mois plus tard, les travaux sont toujours à l'arrêt, au grand désarroi de tous. Notre vœu, c'est qu'ils finissent la route. La route, c'est à 4 ans en chantier. 4 ans avant, on avait même un petit goudron. On ne souffrait pas comme ça. Ils sont venus décaper la route. Depuis 4 ans, on souffre comme ça là. Qu'ils finissent la route. Le tronçon PK14, PK21 est inclus dans un marché de plus de 22 milliards de francs CFA pour le bitumage de 45 km de route Douala-Boné-Poupa. À quand la reprise des travaux? C'est l'unique préoccupation de tous les habitants de la zone et les usagers de cette route. Les usagers de la route Douala-Yabassi et les populations riveraines le long de cet axe
devront s'armer de beaucoup de patience et même de courage pour braver la poussière durant la saison sèche et patauger dans la boue comme de petits canards en saison de pluie, en espérant que ce chantier sera définitivement livré avant fin 2021. Pour Equinox Télévision, Roger Libéron-Djomo, Dani Warenze 2 et Jean-Paul Chouniat. Après ce grand reportage de Warren Zede et Jean-Paul Chouniat, mettons le cap dans le Mungo, où des magistrats municipaux sont en colère contre la répartition du budget d'investissement public. Ils estiment que les projets inscrits dans le cadre de ce BIP sont loin d'être capables d'améliorer le quotidien des populations. Ils dénoncent une fois de plus la mainmise du pouvoir central dans la répartition du budget d'investissement public et le choix des projets à réaliser. D'autres précisions avec Cyril Ndjemba et Kediara. C'est un peu plus de 6 milliards, 651 millions de francs CFA qui a été arrêté comme budget d'investissement public de la circonscription financière du littoral 2. La somme, légèrement en baisse cette année, du fait des crises sanitaires, sécuritaires qui agitent le pays et de l'organisation de la CAN, a été divulguée ce mardi dans la ville de Konsamba, en présence du préfet du Mungo, au cours de la cérémonie du lancement de budget y afférente. Cérémonie au cours de laquelle l'essentiel des grands projets de l'année 2021 pour la circonscription financière du littoral 2 a été évoqué. Vous aurez par exemple le bitumage de la route Bonepupa-Yabashi à hauteur de 6 milliards de francs. Vous aurez le bitumage de la route Bangen-Melan. Vous aurez la ville d'Nkonsamba qui va se transformer en chantier avec des travaux de voirie urbaine à hauteur de 700 millions au cours de l'exercice 2021. Vous aurez la modernisation du plateau technique de l'hôpital régional annexe d'Nkonsamba avec l'acquisition des équipements de dernière génération pour la radio et pour le laboratoire. La construction d'une salle pédagogique de 1200 places à l'Institut de Beaux-Arts de Konsamba et l'installation de l'énergie photovoltaïque dans la circonscription ont également été évoqués. Des points pour lesquels d'énormes efforts devraient être consentis. Tous ces défis vont nous exiger de gros efforts pour pouvoir répondre à toutes ces attentes. Et en dehors de ces défis, nous avons nos défis quotidiens qui concernent le développement en lui-même, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc cela nécessite une mobilisation de tous les acteurs, de tous les agents, pour que nous puissions être à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées à travers ce budget. Des consignes qui, bien que dotées de bon sens, ne semblent pas émouvoir les maires à critiquer ce qu'ils considèrent comme un statu quo. Si aujourd'hui je mets la cassette il y a de cela 5 ans et ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, ça se ressemble à 90%. Il y a des avancées dans les textes, mais c'est la pratique qui pose problème. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas capitalisé sur les éléments que nous observons dans l'exécution du budget, notamment cette histoire de moins d'urgence et l'accompagnement que les sectoriels doivent faire. Et pour faire avancer les choses, cette année, la pression sera de mise. Il y a eu des engagements qui ont été pris par les uns et les autres pour qu'il y ait un nouveau départ. Nous osons croire que cet engagement va être respecté. Nous, de notre côté, en tant qu'exécutif communal, nous allons peser de tout notre poids, de toute notre disponibilité pour que la dépense publique, cette année, connaisse un taux record au niveau du Mungo. La circonscription financière du littoral 2, c'est les départements du Mungo et du Nkam qui seront transformés au cours de l'année 2021 en grand chantier. La tension était montée d'un cran en Fumban lors de l'installation du préfet du Noun, alors que le mot du maire de Fumban était bel et bien prévu dans le programme officiel. Certaines autorités administratives ont essayé de manœuvrer pour l'écarter, des manœuvres qui ont suscité la levée de boucliers des populations et des militants de l'Union démocratique du Cameroun. Et le maire, Thomas Inondam-Joya, Patricia, a tenu à dénoncer administrative et estime que la
République qui a triomphé lorsqu'elle a pu enfin adresser son mot lors de l'installation du préfet du Noun. Les coulisses de cette séquence choc dans la ville de Foumban, c'est avec Mama Soufor, Dalastana et Donald Brice Kamgan. Dans une place des fêtes de la cérémonie débute paisiblement. C'est l'installation du nouveau préfet du département du Noun. Donatien Oum prend fonction ici en remplacement de Donatien Boyomo, affecté dans la région de l'Est. Tout se déroule normalement jusqu'au moment où commence le bal des allocutions. Alors que le programme officiel prévoit d'abord le mot de bienvenue du maire de Foumban, c'est plutôt une élite et des chefs traditionnels qui entrent en scène. C'est la surprise et l'incompréhension chez les populations et Patricia Tomaino Ndamjoya qui décide de perturber ces interventions. Le chef supérieur de Feyoum qui parle ici terminera son discours dans ce brouhaha sans se faire entendre. L'incident contraint les autorités à donner finalement la parole au maire de Foumban. Patricia Tomaino Ndamjoya, dans une intervention d'une vingtaine de minutes, dénoncera une tentative de musellement. Notre commune humanité l'emporte sur la passion, les intérêts personnels égoïstes, afin de faire vivre l'ambition pour la nation camerounaise qui nous interpelle tous. Répondre à l'appel de la République en nous gardant de la culture d'agressivité à répétition, du non-respect des lois de la République et des règles du standard minimum de civilisation. Si le maire de Foumban regrette le climat tendu dans lequel la cérémonie d'installation du nouveau préfet s'est déroulée, elle dénonce par contre un acte d'attentat à la décentralisation et des actes d'abus d'autorité répétés. Des abus du pouvoir et d'autorité, avec les nombreuses injustices qui en découlent, des complicités et des connivences sur le dos des populations entre les autorités administratives militantes et les autorités traditionnelles militantes du même parti politique. Nous sommes ici ce jour, par expérience, pour ouvrir les yeux de tous, de se garder, de tomber dans le piège qui consiste, une fois arrivé dans le Noun, au lieu de servir la République, de devenir vassaux. Le gouverneur de la région de l'Ouest a lui pris la parole après cet incident et procédé à l'installation de la nouvelle autorité administrative en l'appelant à ramener le calme. Citation. Un homme pour ramener le calme, Madame le maire, la sérénité, le développement, la cohésion et la paix. Cette cérémonie joue les prolongations. Le maire a demandé dans une correspondance que le gouverneur lui présente des excuses pour l'avoir froissé et de s'être montré partisan en faisant la paire belle aux militants du RDPC lors de l'installation du préfet. Les rapports entre le maire de Foumban et le préfet sortant du département du Noun ont été très crispés ces derniers mois, l'élu accusant la tutelle administrative de s'ingérer dans les structures comme la police municipale. L'incident du 12 janvier à Foumban a rajouté une couche à des relations au bord de l'exécrable entre l'exubérante maire de Foumban et les autorités administratives de la région de l'Ouest. Dans le cadre de l'expression de la solidarité nationale au plus fort de la crise sanitaire, des zones d'ombre autour de la distribution de 4000 sacs de riz préoccupent le contrôle supérieur de l'État en mission spéciale d'audit pour apprécier la qualité de la gestion des fonds mis à la disposition du ministère de la Santé publique. Le Consupé exige des informations complémentaires auprès de l'entreprise donatrice des 4000 sacs de riz. Cette entreprise doit fournir au contrôle supérieur de l'État la dénomination exacte et la quantification précise des dons en nature faits aux services centraux et déconcentrés du ministère de la Santé publique, quel qu'il soit. L'entreprise en question doit transmettre également au contrôle supérieur de l'État tout document attestant de la réception des 10 dons par les services bénéficiaires. Selon le chef de la mission spéciale du Consupé, le directeur général de cette entreprise a 72 heures pour fournir ces documents, rappelant que le ministère de la Santé publique avait annoncé la réception de 4000 sacs de riz, mais la distribution avait suscité une vive polémique car les populations s'interrogeaient sur la destination prise par ces différents sacs de riz.
Évoquons à présent les préparatifs du CHAN 2021. Quelle est la perception des populations résidant dans le Mungo? Ils sont quelque peu déçus du fait que le volet tourisme n'ait pas véritablement été pris en compte dans l'organisation de cette compétition africaine prévue au Cameroun. Évocation avec Jacquino Molon et Gladys Sidier. Des Camerounais se trouvant dans l'arrière-pays se sentent moins concernés par le championnat d'Afrique des Nations que le pays organise pourtant du 16 janvier au 7 février 2021. Dans le département du Mungo, les amoureux du ballon rond disent qu'ils espéraient que le pays tout entier allait connaître une effervescence particulière, notamment sur le plan de la communication, afin de fédérer le peuple tout entier autour de cet événement sportif. Actuellement au Cameroun, c'est comme si l'arrière-pays n'existait pas. C'est comme si au Cameroun, ce n'est que Douala-Yaoundé. L'avènement du CHAN qui va commencer au Cameroun le samedi 16 janvier, vous vous rendez compte avec moi que l'effervescence dans la ville de Loum plus particulièrement ne se fait pas ressentir. Vous voyez derrière moi les vendeurs de gadgets qui, on ne voit même pas la présence, on ne ressent pas la présence des gadgets. Même pas un maillot vert ou jaune, vous allez vous rendre compte, même pas un maillot vert ou jaune. À travers le championnat, beaucoup de choses devaient se ressentir, puisque le championnat fait bouger au moins le pays. Mais comme il n'y a pas eu championnat, nous tous, nous sommes égarés, nous sommes perdus. Le Cameroun-Afrique en miniature, avec son potentiel culturel et sa biodiversité riche et variée, sera-t-il assez présenté aux visiteurs? Là encore, dans le département du Mungo, l'on aurait bien fait connaître aux nombreux visiteurs le poivre blanc de Penja, pour ne citer que cette richesse nationale. Nous, dans le Mungo, par exemple, on se disait qu'avec le CHAN, ça devait faire découvrir beaucoup de choses dans le Mungo. On peut mettre une équipe à Bafoussam. Là, en allant vers Bafoussam, on devait passer par Loum, par Penja, et on devait découvrir beaucoup de choses. Nous n'en ignorons que le poivre de Njombe Penja, c'est le meilleur poivre au monde. Là, ça devait permettre qu'on découvre. Là, en se déplaçant, avec des mouvements, on devait découvrir beaucoup de choses et ça devait faire partie de la publicité du Cameroun. Nous, qui est le fief du poivre, quand on parle du poivre de Njombe Penja dans le monde entier, je crois que ça devait faire partie du tourisme. Cependant, l'on se réjouit d'avoir au moins 5 joueurs convoqués dans la sélection des Lions A', soit 4 pour Stade Renard de Melong et 1 pour UMS de Loum. La sélection de 4 joueurs ne me surprend pas parce que le travail de fond qu'on fait à Melong permet que le Mungo soit valorisé à travers ces fils qui sont aussi dans cette équipe, puisque nous faisons un mélangé condensé des joueurs qui sortent de partout dans le Cameroun pourvu qu'ils défendent l'honneur de Melong, l'honneur d'avoir porté le maillot de Stade Renard de Melong. Douala, Yaoundé, les villes retenues pour abriter des poules du championnat d'Afrique des Nations. Dans le département du Mungo, l'on compte bien faire le déplacement afin de vivre cette compétition en terre camerounaise. Et dans la ville de Douala, c'est une ambiance timide observée autour des points de vente des tickets d'accès au stade. Au parcours Vita, ce n'est pas la grande affluence. Quelques supporters, amateurs de football, ont pu néanmoins accéder à des tickets. Leur principale motivation, c'est de découvrir ces infrastructures sportives nouvellement construites ou rénovées dans la capitale économique du Cameroun. Emos Ponga et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Les portes à peine ouvertes, Christian Diomgwe et Romaric Tala se présentent au parcours Vita de Douala au point de vente des billets d'entrée au stade pour les matchs du CHAN. Les deux amis ont chacun fait leur choix, mais ils ont une motivation commune. Voir de près les nouveaux stades où vont se jouer les matchs. Je voulais particulièrement voir le Congo RDC parce qu'ils ont une très bonne équipe et c'est une équipe à mon sens qui est... En fait, c'est un candidat pour la victoire finale. Je voudrais aussi découvrir le nouveau stade qui fait la fierté de notre pays. On m'a toujours tant parlé du stade japonais, mais il est temps d'aller aussi découvrir ce merveilleux stade. Nos deux supporters sont donc prêts pour les matchs de la première journée dans le groupe B, au stade de Japoma. D'autres fans de football leur ont emboîté le pas pour acheter leurs billets. Alain Difo en a acheté plusieurs. Il compte embarquer femmes et enfants
au stade de la réunification de Bépanda. C'est pour le match de lundi, parce que le match de dimanche à Japoma, je l'ai déjà. Et je voudrais aussi faire profiter la famille. C'est pour ça que je suis revenu et prendre 4 billets pour faire en profiter la famille aussi, pour qu'ils soient aussi de la fête. Bon, tous les matchs m'intéressent parce que c'est la fête, c'est une première. C'est la première fois en 72, j'avais à peine 3 ans. Bon, maintenant que j'ai l'occasion de regarder aussi les matchs de Coupe d'Afrique, je ne vais pas hésiter. Bien entendu, découvrir les nouveaux stades, c'est tout ça. Ce n'est pas la longue file d'attente devant le point de vente du parcours Vita de Douala. Mais durant la journée, des supporters y sont allés pour acheter leurs billets. À la question de savoir si les billets seront vendus dans les différents guichets le jour du match, Pamphile King, le directeur du parcours Vita de Douala, affirme que ce ne sera pas possible. On vous a dit que les matchs sont à guichet fermé. Nous vous prévenons, les matchs sont à guichet fermé, c'est une institution. Vous prenez votre ticket la veille, au plus tard, vous allez paisiblement au stade avec votre billet le jour du match. Soyons un peu disciplinés, c'est une compétition internationale, nous devons apprendre les bonnes habitudes. Il n'y a pas de billets au stade le jour du match. Un billet acheté donne accès aux 2 matchs du groupe prévus dans le même stade. Après le premier match, les supporters qui souhaitent suivre le second sont invités à rester dans le stade, car ceux qui seront sortis ne pourront plus être admis. Allez les Lions, au Cameroun, en avant. Merci. À 72 heures du match d'ouverture du CHAN 2021, certains spectateurs éprouvent des difficultés à se procurer le ticket d'accès au stade à Yaoundé. Ils ont attendu en vain l'ouverture des guichets du stade Omnisport Amadou Ahidjo et sont finalement repartis bredouille. Pendant ce temps, au ministère des Sports et de l'Éducation physique, la vente des tickets ne fait pas courir grand monde. C'est le constat que font Emmanuel Diop et Aïk Cyril dans ce reportage. Assis à même le sol, l'air fatigué, des spectateurs attendent l'ouverture des guichets au point de vente du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Jusqu'à présent, on attend toujours, on dit que les billets ne sont pas encore disponibles au niveau de Omnisport. C'est ça que nous sommes là toujours pour attendre. C'est depuis 11 heures que je suis là pour attendre le billet. Le temps passe, les spectateurs commencent à perdre patience. Ils questionnent l'organisation sur le site de Yaoundé. Nous attendons acheter les billets, mais jusqu'à l'heure, si nous sommes à plus de 13 heures déjà, il n'y a pas de billets. Vous voyez, à l'heure où quelqu'un se libère, pensant qu'il peut venir prendre son billet sans embouteillage, vous arrivez, on dit qu'il n'y a pas de billets, on ne voit même pas les vendeurs dans les guichets. Nous ne savons pas si c'est l'organisation de Yaoundé qui échoue, parce que quand on voit nous parler de Douala dans les médias, vraiment on sent que là-bas ça donne. Jusqu'à une heure avancée de l'après-midi, les guichets du stade Omnisport Amadou Ahidjo restent fermés. Pour trouver un billet, il faut se rendre au point de vente de la FECAFOOT au quartier Tinga. On a attendu ça longtemps, on ne voulait vraiment pas rater l'événement. On voulait être parmi les premières personnes à être au stade. Tenant compte du fait qu'on a demandé qu'il y ait 10 000 places au lieu de 40 000 comme le stade contient, bon, il faut se bousculer pour avoir le billet. Contrairement au lot de 3 000, encore en bon nombre, celui de 1 000 francs est sur le point de s'épuiser. L'on en achète pour toute la famille. Ce sont les tickets de 1 000 francs. J'ai pris 5 tickets, un ticket pour ma femme et les enfants. Donc ça faisait 5 000 pour nous tous. Au point de vente du ministère des Sports et de l'Éducation physique cependant, les spectateurs ne se bousculent pas. Au guichet de 3 000, comme au guichet de 1 000 francs, ils arrivent au compte-gouttes. Les billets vendus correspondent à 25% de la capacité du stade. Lutte contre le coronavirus oblige. Les matchs se joueront à guichet fermé. Et c'est justement l'une des principales inquiétudes qui tourmentent l'esprit de certains Camerounais. Il s'agit des risques liés à la propagation du Covid-19 durant l'organisation du CHAN 2021. Le porte-parole du gouvernement affirme que des fan zones et autres villages du CHAN ont été aménagés pour accueillir de nombreux supporters qui ne pourraient pas avoir accès dans les stades. Ces espaces seront soumis au respect du protocole sanitaire de lutte contre la Covid-19, indique le ministre de la
communication. Lui également qui fait savoir que le gouvernement camerounais est fin prêt pour le début du CHAN et tout sera mis en œuvre de concert avec la Confédération africaine de football pour que ce soit une grande fête du football africain en terre camerounaise. Alors que les populations déplorent la faible lisibilité sur cette compétition, le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, fait savoir que des dispositions ont été prises pour faciliter la retransmission de toutes les rencontres en direct. Au plan sécuritaire, il tient à rassurer au nom du gouvernement que le peuple camerounais et les différentes délégations venues prendre part au CHAN 2021, que des mesures spéciales ont été prises pour la sécurisation de l'ensemble des sites devant accueillir les participants à l'événement de jour comme de nuit, annonce le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Allons à Bangui, la capitale centrafricaine, qui a essuyé des affrontements entre l'armée centrafricaine, la MINUSCA et des assaillants qui ont essayé de pénétrer dans la capitale centrafricaine. Des images rendues publiques sur la télévision centrafricaine faisant état de l'arrestation des assaillants qui ne seraient pas des Centrafricains et qui ont été arrêtés grâce à la collaboration des populations. Je vous invite à suivre cette séquence où l'armée centrafricaine se félicite de la collaboration des populations et rassure sur la sécurité à Bangui, la capitale centrafricaine. Centrafricaines, comme le gouvernement l'a annoncé ce matin, voilà le résultat des actes de bravoure de la force des forces de défense et de sécurité nationales, de la MINUSCA et des partenaires bilatéraux. Nous avons un des guerriers de ces assaillants. Nous avons parlé des étrangers ce matin. Voici un exemple qui est là, qui ne parle ni sango ni français, qui est armé et qui a tenté de franchir la barrière de PK12 ce matin. Le voici entre la main de vos forces de défense et de sécurité. Et là, je profite là pour remercier la population, remercier les vaillants citoyens centrafricains, des alentours de la base RDOT, le personnel présentement désarmé à la base RDOT. Je vous remercie de ces actes-là. Continuez. Ceux qui sont encore sous les champs de manioc, comme on le dit, dites-nous, nous sommes à votre service. Le temps est arrivé, la guerre va se poursuivre jusqu'à leur dernier lieu de retranchement. Voilà, il est là, il ne parle ni sango ni français. Pour qui se... Cette séquence diffusée sur la télévision publique en Centrafrique, le gouvernement centrafricain qui rassure les populations sur la sécurité à travers le pays. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Les 4000 sacs de riz distribués, entre guillemets, pendant la première vague de contamination Covid-19 au Cameroun préoccupent le Conseil supérieur de l'État. Vous le savez, il y a une mission spéciale qui séjourne déjà au ministère de la Santé publique pour éplucher la gestion des fonds qui ont été mis à la disposition de ce département ministériel. Et parmi les enquêtes